András Pondy est un pasteur hongrois exerçant à Bruxelles. Pendant 3 ans, il va tuer certains de ses enfants et plusieurs de ses femmes qui se succéderont. Pour tout savoir sur la triste histoire de András Pondy et sa famille, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo de la semaine des 5000 abonnés. On se retrouve pour une histoire belge, une histoire de mon pays, c'est chouette, j'espère que ça plaira aux Belges qui me regardent et puis même à tous les autres aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. András Pondy est un pasteur hongrois exerçant en Belgique qui est né le 1er juin 1927 à Sap, une ancienne ville hongroise maintenant devenue une ville ukrainienne. Une des particularités de ce pasteur sera qu'il ne partage pas vraiment la foi chrétienne et l'amour universel comme on le prône dans cette religion, mais il aura plutôt une conduite dite démoniaque. András s'est marié pour la première fois le 17 septembre 1956 en Hongrie, avec une femme qui s'appelle Ilona Sores. Le couple a ensuite immigré en Belgique en 1957 et ils sont donc installés à Bruxelles. C'est donc à Bruxelles et plus précisément à Ixelles que le couple aura leur première fille en 1959 qu'ils appelleront Agnès. Le couple va ensuite avoir 2 autres enfants, donc un qui naîtra en 1961 qui s'appellera Daniel et un autre qui naîtra en 1966 qui s'appellera Zoltan. Malheureusement, le couple va divorcer, donc András et Ilona vont divorcer 1 an après leur dernier enfant. Donc là, ils ont ensemble 3 enfants, Agnès, Daniel et Zoltan. Le truc, c'est que là, András va vivre un peu avec ses enfants et petit à petit, il va commencer à toucher sexuellement sa première fille, donc Agnès. À ce moment-là, Agnès elle a 12 ans et la pauvre va être totalement traumatisée. Elle va se faire vraiment abuser sexuellement par son père qui, plus est pasteur. Bon, sinon, 10 ans plus tard, le 7 mars 1979, András va tout de même se remarier. Cette femme s'appelle Edith Fintor et elle avait déjà 3 filles qui ne sont pas les filles biologiques du pasteur András, mais par contre András va les adopter. Donc ces 3 filles vont s'appeler Timéa, Tunde et Andrea. Sinon, 1 an après leur mariage, Edith et András vont quand même avoir 2 autres enfants. Un en 1980 qui va s'appeler András, lui aussi, un garçon, et une en 1981 qui va s'appeler Mariana. Donc là, on se retrouve quand même avec 8 enfants, 3 qui viennent du premier mariage avec Ilona, 3 filles qui viennent d'Edith avec un autre homme, mais que le pasteur a adopté, et 2 autres enfants qui viennent de l'union de Edith et András. Le truc, c'est que à ce moment-là, András, donc le pasteur, va commencer une relation avec Timéa, sa belle-fille, et donc elle a 20 ans et ils vont commencer à avoir des relations sexuelles. De ces relations sexuelles, Timéa va tomber enceinte. Donc c'est pas vraiment incestueux parce que c'est pas son père biologique, mais c'est quand même très grave et la famille va vouloir cacher ça. Et donc, c'est Edith, la mère de Timéa, qui va faire semblant d'être enceinte. Elle va porter un coussin sous ses vêtements et Timéa, elle, va rester cachée. Au final, cet enfant va naître en 1984 et il va s'appeler Marc. Et donc, on dira que c'est l'enfant de Edith et le pasteur András, alors que c'est l'enfant de András et Timéa. Bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux la famille, passons à la journée du 22 janvier 1992, le jour où tout va éclater. Ce jour-là, une jeune fille va se présenter devant un commissariat bruxellois et elle va porter plainte pour viol. Donc là, la jeune fille va être directement amenée devant un enquêteur qui lui posera plusieurs questions et elle dira que son violeur est nul autre que son père. Donc cette jeune fille, c'est Agnès, la première fille d'András qui a dû avoir des relations avec son père quand elle avait seulement 12 ans. À ce moment-là, András, il a 64 ans et il est professeur de théologie à Bruxelles. Et Agnès, de son côté, elle a 34 ans à ce moment-là et elle vit toujours des viols à répétition de la part de son père. Et c'est vraiment triste que c'est à l'âge de 34 ans qu'elle va trouver le courage d'aller voir la police et d'en parler. Par contre, c'est pas tout et le pire est encore à venir. En fait, Agnès va dire à la police que, en plus des viols à répétition,
elle se rend compte que 6 personnes de sa famille ont disparu. Alors dans un premier temps, elle dira que sa mère, Ilona, a disparu, ainsi que ses 2 frères, donc Daniel et Zoltan, qui ont disparu avec leur mère. Elle dira aussi que sa belle-mère, Edith, a disparu, et en même temps qu'elle a disparu, sa demi-sœur, Andrea, donc la fille d'Edith, a elle aussi disparu. Et finalement, elle dira que Tunde, donc une autre des filles d'Edith, et donc une fille adoptive du pasteur, a elle aussi disparu. Donc là quand même on rapporte la disparition de 6 personnes plus des viols pendant 23 ans, donc directement la police se rend compte que c'est une affaire extrêmement sérieuse. Donc là la police va directement convoquer Andras Pandi au commissariat, il arrivera et directement il dira que tout ça est un malentendu, qu'en fait sa fille Agnès a un problème mental, qu'elle est parano, qu'elle invente des choses et que c'est pour ça qu'elle a dit tout ça à la police. Quand la police va demander des justifications pour savoir où sont bel et bien ces 6 personnes qui ont disparu, eh bien Andras saura répondre à toutes les questions. Il dira que Edith et sa fille Andrea sont partis vivre en Allemagne, que d'ailleurs ils envoient encore des cartes postales et donc bah voilà, Andras dira mais je fais encore les cartes postales quelque part, ils sont en Allemagne, parfois ils viennent nous dire bonjour mais c'est rare parce qu'elles vivent une super vie en Allemagne. Il dira que Ilona, donc son ex-femme et ses fils, sont eux repartis vivre en Hongrie, parce que donc Ilona était hongroise, et pour ce qui est de Tunde, elle était tout simplement au Canada, chez un de ses oncles. Voilà, donc la police va entendre ce que Andras dit, ils vont ensuite vouloir vérifier, ils vont appeler la police hongroise pour qu'ils enquêtent eux de leur côté, pour savoir un petit peu si ils avaient vu Andras avec ses enfants quand ils étaient partis en Hongrie, et les gens vont dire à la police hongroise oui, on l'a vu il n'y a pas longtemps, donc il y a moins de 6 ans, avec ses fils, ses filles, sa famille Lona, on l'a vu aussi. Donc tout le monde disait qu'il n'y avait pas de problème, que tout le monde était en santé. Donc ça, c'était confirmé. Pour ce qui est aussi de l'oncle au Canada, eh bien ça aussi ce sera confirmé. Il y avait bel et bien un oncle au Canada. Donc ça, pour ce qui est des disparitions, c'était comme résolu. On savait que ces personnes n'avaient pas vraiment disparu, mais il restait quand même le viol sur mineur. Et là, on va se dire, bah Andras Pandi a pas de casier judiciaire, il a jamais rien fait. Et en plus de ça, Agnès a menti pour les disparitions. Son père dit qu'elle a un problème mental, donc sans doute qu'elle a aussi menti pour les viols, et donc la plainte ne fera jamais suite. Finalement, en 1994, le pasteur Andras va divorcer de sa femme Edith. Edith, qui je le rappelle, n'est plus là. Elle a vraiment disparu, on ne sait pas où elle est. Enfin, selon le pasteur, elle est en Allemagne. Mais il va quand même divorcer sans qu'elle soit là. Simplement pour abandon de famille. On aurait pu en rester là, mais heureusement, j'ai envie de dire, les mois qui vont suivre, l'affaire Dutroux, donc le pédophile belge, donc cette affaire va éclater. Marc Dutroux, vous devez sans doute connaître, mais en gros, c'est un pédophile belge qui enfermait souvent des jeunes filles dans sa cave à Charleroi. Cette affaire avait malheureusement été très mal gérée, 2 petites filles étaient décédées et c'était surtout en fait parce qu'on avait perdu du temps. Il y a eu vraiment un manque de communication, personne n'a vraiment bien géré son travail dans cette affaire et quand on a arrêté Marc Dutroux, elles étaient décédées il n'y a pas très longtemps et on aurait pu les sauver en fait. Donc ça a fait un énorme scandale dans toute la Belgique, même en France, et de là, les policiers belges vont se dire ok, on a peut-être un petit peu merdé, donc là on va réouvrir des affaires qui étaient fermées jusque-là, qu'on avait fermées, des affaires de pédophilie, de viol, etc. pour voir si on n'a pas été un petit peu trop vite. Et c'est comme ça que la plainte contre Andras va être réouverte. Là, les enquêteurs vont relire la plainte d'Agnès et ils vont décider de reprendre l'enquête au début. Donc là, on est quand même 4 ans après la plainte d'Agnès, mais bon, il est jamais trop tard. Et vous allez voir, heureusement qu'ils ont repris cette plainte. François Monsieur, donc qui est un commissaire de la police judiciaire de Bruxelles, va être mis en charge de ce dossier. Il va lire et relire le dossier et il va se rendre compte que la clé pour comprendre cette affaire se trouve sans doute en Hongrie. Il va donc appeler la police judiciaire hongroise et là il va y avoir un très gros retournement de situation. En fait, la police hongroise veut dire que les parents d'Ilona ont eux aussi signalé sa disparition à la police hongroise. Mais là ils vont révéler une chose encore pire, ils vont expliquer qu'ils ont enquêté sur le pasteur Andras et là ils se sont rendus compte qu'en fait, vous voyez, toutes les personnes qui avaient dit avoir vu ses enfants, qu'ils étaient bien, qu'ils étaient en santé, en fait, ils avaient bel et bien vu le pasteur Andras avec des enfants, mais on va se rendre compte que Andras engageait en fait des enfants
figurants. Et pour pouvoir se payer des figurants, il leur disait « Je vous promets, je vous emmènerai en Belgique pour que vous fassiez de belles études, mais en attendant, soyez figurants pour moi et faites comme si vous étiez mes enfants. » Là, ça va être un petit peu la panique parce que la police bruxelloise va vraiment se demander où sont ces ex-femmes et ses enfants. Bon, là on se dit quand même qu'ils sont sans doute morts et le juge d'instruction va ouvrir une enquête pour assassinat. En même temps, la police va arrêter Andras Pandy et vont le placer en garde à vue. Pendant ce temps-là, la police va demander un mandat d'arrêt pour perquisitionner la maison d'Andras Pandy, ou plutôt les maisons, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y en a plusieurs. La maison qui va nous intéresser n'est pas du tout sa maison principale, c'est une maison un petit peu à l'abandon, en ruine, qui se trouve à Molenbeek, à Bruxelles. Alors la première chose assez horrible et très suspecte que les policiers vont trouver, en fait, en se baladant dans la maison, ils vont se rendre compte qu'il y a un frigo. Ils vont ouvrir le frigo et dedans, ils vont y trouver un gros morceau de viande suspecte. Les policiers vont ensuite trouver une boîte qui ressemble à une urne et dedans il y aura plein de cendres. Ensuite ils vont retrouver sur les murs des traces de sang très suspectes et ensuite sous une dalle de béton, donc ils vont appeler des renforts, ils vont creuser sous la dalle de béton et ils vont trouver plein d'os. Des os, on ne sait pas au début si c'est des os humains ou des os d'animaux, mais par contre Andras Pandy qui est là pendant la perquisition va dire qu'il ne sait pas du tout ce que c'est et que c'est sans aucun doute des os d'animaux qui sont là depuis bien avant qu'il ait emménagé. Ces ossements vont être analysés et on dira qu'il s'agit d'un fémur, d'une hanche et d'une mâchoire humaine. On va donc se rendre compte qu'une partie des personnes qu'il a tuées sont sous cette dalle de béton, une autre partie est dans le frigo et encore une autre partie dans l'urne. Donc on va vite se rendre compte qu'il a tué et démembré toutes ces personnes. Le 20 octobre 1997, Andras va être inculpé pour meurtre. Donc il sera inculpé pour un meurtre de 4 enfants et de ses 2 ex-femmes, mais à ce moment-là, Andras nie toujours les faits et demandera même à passer au détecteur de mensonges. D'ailleurs, la police scientifique va même donner leur expertise qui dit que selon eux, les corps ont été découpés à la hache. Et quand la police va recevoir d'autres expertises, on saura que sous la dalle de béton, il y a des morceaux de 6 corps différents. Ça match vraiment avec les 6 membres de la famille qui ont disparu, mais là, gros retournement de situation, en fait, les ossements retrouvés sous la dalle de béton ne correspondent à aucun des membres de la famille de Andras Pandy. Là, on va quand même s'interroger, on va se dire, ok, peut-être qu'il n'a pas tué seulement sa famille, mais d'autres personnes. Un voisin d'Andras Pandy va donc être interrogé et lui dira qu'il avait vu Andras faire des allées-venues avec toujours des femmes différentes dans cette maison. La police va donc faire des recherches et ils vont se rendre compte que quand Andras allait en Hongrie, il faisait des petites annonces dans les journaux locaux en disant qu'un pasteur belge recherchait une femme avec qui il pourrait vivre sa vie, qu'il la ramènerait en Belgique. Donc pour les femmes hongroises, elles avaient vraiment envie de pouvoir aller en Belgique, donc c'était une belle opportunité pour elles. Et d'ailleurs, le pasteur disait aussi dans l'annonce que les enfants étaient les bienvenus. Donc on pense que c'est comme ça qu'il attirait des femmes hongroises en Belgique pour ensuite les assassiner. Le commissaire monsieur va avoir l'idée de réinterroger Agnès, donc Agnès qui est à la base de tout, c'est elle qui avait été portée plainte à la base contre son père en 1992. Mais à ce moment-là, le commissaire monsieur la rencontre pas vraiment comme témoin, mais comme suspect, parce qu'il pense réellement que Agnès ne dit pas tout. Et d'ailleurs, ce qui lui fait penser ça, c'est que un petit peu avant que Agnès porte plainte contre son père, Timéa, donc sa demi-sœur, avait porté plainte contre elle. Mais c'était pas n'importe quelle plainte, c'était une plainte pour tentative de meurtre, donc c'est très très grave. Au final, Timéa avait retiré sa plainte, mais quand même, ça attirait quand même l'œil du commissaire monsieur qui a voulu en savoir plus. Il a dit à Agnès de lui dire ce qu'elle ne disait pas, et là Agnès a craqué. Elle a expliqué que c'était très grave ce qu'elle s'apprêtait à dire, mais elle a tout déballé. Donc elle dira qu'elle a commencé à se faire violer par son père, le pasteur Pandy, quand elle a eu 12 ans, qu'après ça, quand Timéa est arrivée avec Edith, la nouvelle femme du pasteur, il a commencé à violer aussi Timéa, et c'est comme ça qu'elle serait tombée enceinte du petit Marc. À ce moment-là, Timéa et donc Agnès couchaient toutes les deux avec le pasteur. Sauf que là, le pasteur va demander à Agnès de tuer Timéa. En fait, il va essayer de faire croire à Agnès que Timéa est un vrai danger pour la famille,
qu'elle va commencer à dire à tout le monde que Marc est son enfant, parce que vous vous rappelez, Edith avait fait croire, elle avait mis un coussin sous ses vêtements pour faire croire que Marc était son enfant. Et le pasteur, il disait à Agnès, il faut que tu tues Timéa, sinon notre famille va voler en éclats à cause d'elle, parce qu'elle va dire à tout le monde la vérité. Donc Agnès va écouter son père, elle va attirer un jour Timéa à la cave, et le pasteur Pandy va arriver par derrière et il va donner un gros coup de barre de fer à Timéa qui ne va pas tomber dans les pommes, elle va s'en sortir et c'est comme ça qu'elle ira porter plainte pour tentative de meurtre. Timéa va continuer à habiter avec sa famille et un jour Andras va vraiment la menacer pour qu'elle retire sa plainte et c'est ce que Timéa va faire. Mais là, elle ne se sent plus du tout en sécurité, donc elle va prendre son fils Marc et elle va fuguer au Canada sans le dire à personne. Edith, donc la nouvelle femme du pasteur, va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va savoir Timéa en sécurité, elle est contente, mais par contre, elle va vouloir se mettre aussi en sécurité et donc elle va fuir et avec elle, elle va prendre Andrea, son autre fille. Andrea qui, elle, a maintenant 14 ans. Donc elles s'en vont toutes les deux, sauf que Andras va les rattraper et il va les ramener de force à la maison, il va les ramener à la cave et il va les exécuter devant les yeux d'Agnès. Ensuite, il va demander à Agnès de découper les corps avec lui et ensemble, ils vont ensuite les plonger dans de l'acide pour les faire disparaître. Ensuite, en mars 1988, Agnès va de nouveau écouter son père et elle va inviter Daniel, donc son frère, à manger, à déjeuner avec elle. Et elle va l'assassiner. Ensuite, elle appellera sa mère, donc sa mère biologique, Ilona, pour lui dire que quelque chose ne va pas. Et quand Ilona va arriver, elle va assassiner sa propre mère. Encore une fois, ils vont prendre les deux corps et ils vont les plonger dans l'acide après les avoir démembrés. Un mois plus tard, Andras va abattre Zoltan, donc le dernier frère de Agnès. Et ensuite, il va abattre Tunde, donc la dernière fille qui restait là d'Edith. Le pasteur a donc abattu ses deux ex-femmes, qui sont Ilona et Edith, et il a abattu 4 de ses enfants, Tunde, Daniel, Zoltan et Andrea. Donc là, il lui reste plus beaucoup de personnes autour de lui, il reste Agnès qui collabore avec lui, et il lui reste ses deux enfants qui viennent de sa relation avec Edith, donc Andreas Junior et Mariana. À la fin de ses aveux, Agnès sera inculpée pour meurtre, et par contre, elle n'aura rien à voir avec les assassinats des autres femmes hongroises que Andras faisait ramener en Belgique. Par contre, quand on interroge Andras Pandy sur tout ce qu'Agnès a dit, il refuse de collaborer, il dit que tout est faux et il va même refuser de voir sa fille. Andras, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander de l'argent en échange d'informations qu'il pourrait donner. Il est en prison en fait et il veut mieux vivre, il veut pouvoir s'acheter des choses en prison. Donc les enquêteurs vont effectivement lui donner de l'argent, mais là, encore une fois, il va mentir. Il va expliquer que sa famille n'est pas décédée, mais qu'en fait, ils ont rejoint une secte et qu'ils se cachent. La police va pas vraiment le prendre au sérieux, mais ils vont quand même vérifier ses dires et ils vont se rendre compte que non, la famille n'avait jamais rencontré de secte et qu'il n'y avait pas vraiment de secte là où ils habitaient. Andras va donc devoir changer d'excuse et il reviendra sur le fait que sans doute sa fille Agnès est complètement folle, qu'elle est paranoïaque et que pour ce qui est des cadavres sur la dalle de béton, il dira sûrement la maison a été construite sur un ancien cimetière. Le problème c'est que même si on ne croit pas Andreas, il n'y a aucun corps retrouvé, on n'a absolument pas retrouvé le corps les corps de la famille. Donc ce que vont faire les policiers, c'est qu'ils vont prendre un cadavre qui était donné pour la science et ils vont le plonger dans un bain d'acide juste pour voir si ce qu'a raconté Agnès concorde. Et là, ils vont observer la réaction chimique et ils vont se rendre compte que ce qu'avait raconté Agnès marche parfaitement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, ils vont se rendre compte que Agnès n'a pas menti et le dossier va être envoyé à la cour d'assises. Le procès va donc se passer en 2002 à la cour d'assises de Bruxelles et là, il va y avoir plus de 50 témoignages dont 22 qui vont passer à la barre. À ce moment-là, Andras, il a 74 ans et on va même l'appeler le pasteur diabolique dans tous les journaux. Agnès, elle, au moment du procès, elle a 44 ans et c'est vraiment bizarre parce que elle est à la fois accusée, témoin et partie civile pour s'être fait violer pendant 34 ans. Et en fait, Agnès est très importante dans ce procès parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de corps et la seule preuve qu'il y a, c'est le témoignage d'Agnès. Agnès expliquera que ce qui a tout déclenché, c'est que Timéa a voulu prendre son indépendance et là d'un coup, Andras ne pouvait plus la contrôler comme il le voulait. Ça l'a vraiment mis dans une colère noire et à ce moment-là, Andras a commencé à avoir très peur que Timéa dise la vérité au sujet de son fils. Donc c'est comme ça qu'il aurait voulu tuer Timéa. Mais une fois que Timéa était partie,
il avait quand même encore peur et il voulait laisser aucun témoin, aucune personne qui était au courant de ça. Donc il s'est juste dit je vais tuer tous les témoins, c'est-à-dire toute ma famille. Les seules personnes de sa famille qui n'étaient pas des témoins potentiels étaient ses 2 derniers enfants, donc Mariana et Andras Jr, parce qu'ils étaient juste trop petits. Pour ce qui est d'Agnès, elle avait juste trop peur de lâcher son père avait une vraie pression sur elle et donc elle a juste obéi et à chaque fois elle espérait que c'était le dernier meurtre, à chaque fois elle se sentait très mal et en fait Agnès elle n'a pas le profil d'une meurtrière et d'ailleurs elle arrêtait pas de pleurer, de s'excuser, etc. Mais elle avait été fort manipulée par son père et donc elle ne pouvait pas faire autrement. Bien sûr, je dis pas ça pour l'excuser, c'est très grave ce qu'elle a fait, mais il faut juste se rendre compte que Andras manipulait extrêmement fort sa fille. Pour ce qui est d'Andras pendant le procès, d'un côté on a sa fille qui pleure, qui s'excuse, et Andras qui va rester de marbre et qui va toujours nier. Il dira d'ailleurs qu'il communique toujours avec sa famille et quand on lui demandera comment est-ce qu'il communique avec sa famille, il dira que c'est par les anges. Ensuite, il dira même que si Timéa est tombée enceinte de lui, c'est pas parce qu'il l'a violée, mais parce que Timéa a été chercher un préservatif usagé qui appartenait à Andras et qu'elle se serait inséminée artificiellement, donc voilà, c'est assez bizarre. Et là pendant le procès on va se rendre compte que Andras avait prévu de tuer Agnès très prochainement parce qu'en fait c'était le dernier témoin, il avait eu besoin de quelqu'un pour l'aider à tuer tout le monde et maintenant qu'il ne restait plus qu'Agnès, c'était Agnès qu'il allait tuer. Mais heureusement, j'ai envie de dire, le procès s'est fait avant et Agnès a pu continuer à vivre. À la fin du procès, Andras sera reconnu coupable du meurtre de 2 de ses ex-femmes, de 4 de ses enfants et du viol de 3 de ses enfants. Agnès, elle, sera reconnue coupable de complicité. Suite à cette accusation, le pasteur va continuer à nier et Agnès, elle, va s'excuser. Suite à ce jugement, Andras sera condamné à la prison à perpétuité. Donc on est en Belgique, ça n'existe pas vraiment la prison à perpétuité. Mais bon, Andras était déjà assez âgé et on se disait que dans tous les cas, il allait sans doute mourir en prison. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé car il est décédé en prison en 2010. Pour ce qui est d'Agnès, elle a été condamnée à 21 années de prison, mais elle est sortie en 2013 et là elle s'est reconvertie en nonne et elle a été habitée dans un couvent. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc moi, je vous retrouve sinon demain pour une nouvelle vidéo. Bye!